Bonjour à tous, aujourd'hui un nouveau chapitre en lien direct avec ce que vous avez fait en seconde sur le mouvement d'un système. Rappelez-vous, en seconde, nous avions parlé de notion de référentiel, c'est-à-dire l'objet par rapport auquel on observe le mouvement d'un système. On avait parlé également de force comme étant l'interaction d'un objet sur un autre. Nous avions parlé également de vecteur vitesse, puisque pour décrire un mouvement, nous avons besoin de parler de sa trajectoire, mais également de sa vitesse, avec également une notion de sens et une notion de direction, ce qui nous est apporté par la notion de vecteur. Aujourd'hui, nous allons voir comment relier les forces qui sont appliquées à un système et justement son vecteur vitesse. Nous allons donc commencer par nous rappeler ce que nous avons vu l'année dernière. Alors, observons les schémas qui se trouvent ici. Donc, sur ce premier schéma, vous voyez un astronaute à ce niveau-là. Cet astronaute est soumis à deux forces. Ces forces ne sont pas les mêmes selon l'endroit où il se trouve. Donc là, dans le schéma, on nous indique que sur la Terre, l'astronaute est soumis à cette force-là. Sur la Lune, il est soumis à cette force-là. La force qui s'exerce sur l'astronaute, exercée donc par la Terre sur l'astronaute, se note le poids. Nous voyons bien que le poids sur la Terre est totalement différent du poids sur la Lune. Rappelez-vous, c'est directement en lien avec la formule que nous avons vue quand nous avons abordé les interactions fondamentales, où je vous rappelle que le poids, P, est égal à m multiplié par petit g. L'intensité de la pesanteur étant directement liée à la masse de l'astre attracteur. Donc ici, on a bien une force qui est représentée par un vecteur. Le poids sera toujours vertical et orienté vers le bas. C'est donc l'action d'un astre sur un objet. Si nous regardons le deuxième schéma qui va se situer ici. Donc sur ce schéma, nous avons l'exemple d'un vecteur force au football, où vous avez la force exercée par le joueur sur le ballon. Vous voyez que cette force part du point de contact entre le pied et le ballon. C'est une force de contact, par opposition à la précédente qui était une force à distance. Là, cette force n'a lieu que si le pied est en contact avec le ballon. Elle va avoir une direction, un sens et une longueur. La longueur va être proportionnelle à la force musculaire exercée par le joueur. Là, vous remarquez une échelle de 100 newtons. Ça veut dire que la longueur de ce vecteur peut être convertie en newtons pour trouver la valeur de la force en utilisant l'échelle qui se trouve là. Sur le troisième schéma, ici, nous avons deux forces qui sont représentées, puisqu'on a représenté toutes les forces qui s'exercent sur la tasse de café. Il y en a deux, qui sont le poids de l'objet, c'est-à-dire la force exercée par la Terre sur la tasse, et la réaction du support, c'est-à-dire la force exercée par la table sur la tasse. Vous voyez que ces deux forces ne partent pas du même point. Le poids part du centre de gravité puisque le poids s'exerce sur la totalité de la tasse, alors que la réaction du support part du centre de la surface de contact, puisque seule la surface de contact est en contact justement avec la table. Ces deux forces vont avoir la même direction verticale, vont être de sens opposé et vont avoir la même norme, elles ont la même longueur. Cela s'explique tout simplement puisque la tasse est immobile, les deux forces se compensent, c'est ce que nous avons appelé l'année dernière le principe d'inertie. Nous pouvons donc résumer que l'on parle d'action mécanique lorsqu'un objet agit sur un autre objet et qu'une interaction exercée par un objet 1 que l'on appelle l'acteur sur un objet 2 que l'on appelle le receveur peut être représentée par une force. La force sera représentée par un vecteur force, c'est-à-dire une direction, un sens, une norme et également son point d'application.
Dans le cas des forces réparties ou à distance, le point d'application sera le centre de gravité du système. Il arrive que pour certaines forces de contact, on choisisse également, pour plus de simplicité, le centre de gravité de l'objet, mais ce n'est pas obligatoire, on suivra ce que nous dira l'énoncé. Voyons quelques forces usuelles que nous connaissons déjà. Donc par exemple le poids, qui est la force qui sera présente tout le temps sur tous les systèmes, aura pour caractéristique un point d'application qui sera le centre de gravité du système, une direction qui sera verticale, un sens vers le bas et une norme que l'on pourra calculer en utilisant la formule P est égal à m fois g. Dans le cas de la force gravitationnelle exercée par un objet A sur un objet B, on aura pour point d'application le centre de gravité du système B, puisque la force s'applique sur B. La direction sera la droite qui relie les centres de A au centre de B. Le sens, ça sera vers A, puisque la force gravitationnelle est toujours une force attractive. Et la norme sera F est égal à grand G, la constante de gravitation universelle, multiplié par la masse de A, multiplié par la masse de B, divisé par la distance qui sépare les deux centres au carré. Pour vous entraîner sur cette notion, vous pouvez faire l'exercice 5, page 264 de votre livre. Passons maintenant à la notion de vecteur vitesse que vous avez vue là aussi l'année dernière. Sur le schéma ici présent, vous avez représenté la trajectoire d'une grenouille qui est notre système, qui passe d'un point M1 jusqu'à un point M7 qui se trouve là. Vous retrouvez en pointillé ce que l'on appelle la trajectoire, c'est-à-dire l'ensemble des positions successives occupées par le point au cours du temps. Donc on voit que la trajectoire de la grenouille suit cette courbe-là. Pour donner une information sur le mouvement de la grenouille, il faut non seulement donc donner une information sur sa trajectoire, ici on a une trajectoire curviligne, mais également une information sur sa vitesse. On va donc utiliser la notion de vecteur vitesse. Vous voyez qu'ici nous avons construit le vecteur V3 et le vecteur V4. Ces vecteurs V3 et V4, nous remarquons qu'ils n'ont pas la même direction, par contre ils ont le même sens, c'est-à-dire qu'ils vont vers la droite, ce qui nous indique que la grenouille se déplace vers la droite. On a également construit donc le vecteur M1, M2. Ce vecteur M1, M2 correspond au vecteur déplacement de la grenouille sur l'intervalle M1, M2. Si je regarde uniquement le vecteur vitesse V3, sans avoir le reste des informations, je peux déjà savoir que ma grenouille se déplace vers la droite et je peux trouver la valeur de la vitesse de déplacement en utilisant l'échelle de 2 mètres par seconde qui se trouve ici. En regardant le vecteur V4, je m'aperçois que ma grenouille ne va pas tout droit puisque les deux vecteurs V3 et V4 n'ont pas la même direction. Elle continue cependant à aller vers la droite, mais avec un mouvement qui doit être sans doute curviligne et je peux également trouver la valeur de cette vitesse. Ce qui signifie que le vecteur vitesse d'un point matériel grand M permet de décrire la direction, le sens et la valeur de la vitesse en un point et surtout à un instant précis. Rappelons-nous maintenant comment déterminer la valeur de la vitesse en un point. Dans un référentiel donné, la valeur de la vitesse du système dans un point, donc on va noter le point MI pour dire que ça peut être M1, M2, M3, etc. Le petit i donc sera un indice variable. La valeur de sa vitesse sera notée VI. Eh bien, ce sera assimilé à la valeur de la vitesse moyenne du système entre deux positions très proches. C'est-à-dire que par exemple, si je veux déterminer la valeur de la vitesse au point MI qui se situe ici, eh bien, je vais regarder quelle est la vitesse moyenne entre le point MI et le point MI plus 1 qui se trouve là. Et pour calculer la valeur de la vitesse, eh bien, on va regarder la distance parcourue,
c'est-à-dire la distance entre mi et mi plus 1, et la durée de ce parcours, c'est-à-dire la durée qui s'écoule entre la position mi et la position mi plus 1. Une fois que l'on a déterminé la valeur de la vitesse en un point, on peut donc définir les caractéristiques du vecteur vitesse VI qui vont être définies par sa direction qui sera toujours tangente à la trajectoire, son sens qui est celui du mouvement et sa valeur qui est celle de la vitesse qui va s'exprimer en mètres par seconde. Maintenant que nous avons revu ces notions, nous allons pouvoir voir comment relier le vecteur vitesse et la force. Vous comprenez bien que plus je tape fort avec une raquette sur une balle de tennis et plus la balle de tennis va aller vite et loin. Il y a donc une relation entre les forces qu'on va appliquer sur un système et les caractéristiques de la trajectoire de ce système, dont entre autres le vecteur vitesse. Mais parlons en premier des forces qui vont être appliquées sur le système. Si l'on regarde le schéma suivant, on observe qu'il n'y a pas une force mais plusieurs forces qui s'appliquent sur notre système qui est la balle de tennis. Les forces qui s'exercent sur la balle de tennis sont le poids, c'est-à-dire la force exercée par la terre sur la balle de tennis, mais également la force exercée par la raquette sur la balle. Vous voyez que ces deux forces n'ont ni la même norme, ni la même direction, ni le même sens. Donc pour pouvoir savoir quelles sont les forces et comment va se déplacer la balle, eh bien nous allons réaliser ce que l'on appelle la somme vectorielle des forces, c'est-à-dire également le vecteur résultante des forces. En gros, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va tout simplement additionner les deux vecteurs forces qui sont dessinés ici. Pour réaliser une addition de forces, eh bien, on met les vecteurs bout à bout. Donc ici, j'ai le vecteur de la force sur la raquette, de la raquette sur la balle. À son extrémité, je rajoute donc le poids et je réalise le losange habituel qui me permet de trouver le vecteur somme des forces qu'on va appeler le vecteur résultante des forces. Vous voyez que je n'ai pas simplement additionné les valeurs, j'ai également tenu compte de la direction et du sens des vecteurs. Le vecteur résultante des forces ne sera pas égal à la somme numérique des forces qui s'exercent, sauf si les forces sont toutes collinéaires. Donc lorsque plusieurs forces sont appliquées à un système, on définit le vecteur résultante des forces que l'on note avec cette notation-là. Ce symbole-là veut dire somme, une somme mathématique des vecteurs forces, c'est-à-dire qu'on va réaliser la somme vectorielle des forces qui s'appliquent sur le système. Ce qui va nous permettre de reprendre le principe d'inertie que nous avions vu l'année dernière. L'année dernière, nous avons dit que s'il n'y a pas de force ou si les forces se compensent, cela veut dire que le système est immobile ou en mouvement rectiligne uniforme. On va pouvoir donc cette année le noter différemment en disant que la première loi de Newton, ça va être le vecteur résultante des forces est égal à un vecteur nul, alors le vecteur delta V est égal à 0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de variation de vitesse si il est en mouvement rectiligne uniforme ou s'il est immobile. Sa vitesse ne va pas varier, que ce soit en direction, en sens ou en norme. Ainsi, une force a pour effet de modifier la trajectoire, mais également, si c'est possible, la vitesse d'un objet. On pourra donc noter qu'un ensemble de forces dont la résultante des forces est non nulle va être responsable de la variation de vitesse du système. Ce que l'on pourra noter sous la forme somme des forces différentes de 0 va impliquer que delta V, le vecteur variation de vitesse, est différent de 0 lui aussi. Nous avons donc abordé une notion qui est le vecteur variation de vitesse. Voyons maintenant comment construire ce vecteur variation de vitesse. Le vecteur variation de vitesse est la différence entre deux vecteurs vitesse consécutifs.
ce qu'on pourra noter sous la forme delta VI égale le vecteur VI plus 1 moins le vecteur VI. Voyons donc comment faire ensemble. Donc là, par exemple, dans l'exemple ci-dessous, nous allons construire le vecteur delta V1. Le vecteur delta V1 va donc être égal, d'après la formule que l'on vient d'écrire précédemment, au vecteur VI plus 1, c'est-à-dire le vecteur V2, moins le vecteur VI, c'est-à-dire le vecteur V1. La première étape de la méthode graphique consiste donc à tracer ces deux vecteurs sur notre trajectoire. Pour cela, on va réaliser comme d'habitude le calcul de la valeur de la vitesse, puis ensuite, en utilisant l'échelle, on va pouvoir déterminer quelle est la longueur du vecteur V1 et du vecteur V2 que l'on va tracer en respectant la direction tangent à la trajectoire et le sens dans le sens du mouvement. C'est notre première étape. La deuxième étape, on va faire la construction vectorielle de delta V. Pour cela, on ne sait pas faire une soustraction de vecteurs, mais on sait faire des additions de vecteurs. On peut donc écrire que notre vecteur delta V1, qui est égal à V2 moins V1, eh bien, c'est également égal à V2 plus moins V1. Moins V1 étant la même chose que le vecteur V1, même direction, même norme, mais de sens opposé au vecteur V1. On va donc réaliser cette construction géométrique-là sur le schéma. On construit donc en premier moins V1, c'est-à-dire la même direction, la même norme que V1, mais de sens opposé. Ce vecteur moins V1 est ensuite translaté à l'extrémité du vecteur V2. On peut donc à ce moment-là additionner le vecteur V2 et le vecteur moins V1 pour trouver le vecteur delta V que je trace en rouge. Nous avons ainsi tracé le vecteur variation de vitesse permettant de passer du point 1 au point 2. Ce vecteur variation de vitesse se note vecteur delta V et est égal au vecteur V2 moins le vecteur V1. On ne peut pas calculer le vecteur variation de vitesse puisque les vecteurs vitesse V1 et V2 ne sont pas colinéaires. Il faut donc obligatoirement réaliser la construction géométrique. Ensuite, à l'aide de l'échelle, on pourra mesurer la valeur de delta V12 et ensuite trouver quelle est sa valeur en mètres par seconde.